Bonsoir. Ma communication porte sur le plaidoyer des droits de l'homme. Dans le cadre des activités professionnelles à mener sur le terrain des droits de l'homme, le plaidoyer est une activité importante. Et dans le cadre de cette discussion, je vais faire la présentation du plaidoyer des droits de l'homme en deux parties. D'abord, je parlerai de l'intelligibilité du plaidoyer, dans quel est le cadre conceptuel du plaidoyer, essayer de montrer la distinction, certes ténue, qui existe entre le plaidoyer et le lobbying, mettre en lumière les enjeux, les approches et les niveaux d'intervention du plaidoyer. Puis, dans une seconde partie, je vais analyser le cadre opératoire du plaidoyer, montrer quelles sont les étapes du plaidoyer, à savoir la première étape qui est l'analyse de la situation et l'identification des problèmes de plaidoyer, la deuxième étape qui est la planification du plaidoyer, la troisième la mise en œuvre, la quatrième le suivi et évaluation du plaidoyer. Donc après les étapes du plaidoyer, je parlerai de l'identification du problème de plaidoyer, la place de la recherche dans le plaidoyer, les publics cibles et les processus décisionnels. J'évoquerai également les problèmes d'argumentation, de formulation du message que le plaidoyer va porter, les supports, formes et espaces de communication, la prise de parole en public, l'animation et la gestion d'une action de plaidoyer, et enfin les alliances et les coalitions dans le cadre d'une action de plaidoyer. Ce séminaire, cette discussion est une discussion introductive. Et bien évidemment, je vous conseille de lire, il y a pas mal d'ouvrages sur le plaidoyer, il y a pas mal de documents qui vous permettront de compléter votre formation et d'acquérir une meilleure expertise sur le plaidoyer. Je dirais dans le mot introductif que face aux inégalités au non-respect des droits humains, le plaidoyer se présente alors comme une des principales réponses permettant de faire appliquer les instruments internationaux et nationaux, de modifier les pratiques, de réussir à opérer des changements de comportement et d'attitude. D'où l'importance de comprendre c'est quoi le plaidoyer, comment il doit se déployer et sous quelles contraintes peut-on mener des activités de plaidoyer. Quelles sont les techniques et les outils afférents pour améliorer, par exemple, la situation d'une population que nous accompagnons. En soi, le plaidoyer n'est pas stricto sensu une activité juridique. C'est plutôt une stratégie de communication qui est initiée par des acteurs concernés, une stratégie qui est fondée sur une argumentation pour convaincre et influencer un public cible donné en vue de l'engager à changer soit des politiques, soit des lois, soit des pratiques, des comportements, des positions, des décisions, dans le but d'améliorer une situation donnée ou envisagée. Ainsi donc, le plaidoyer peut se faire de manière directe en allant voir des décideurs pour les convaincre sur la base des propositions, de manière indirecte en sensibilisant une communauté sur un problème précis pour amener les décideurs à envisager une solution à celui-ci. Par conséquent, les fondamentaux du plaidoyer mettent l'accent sur l'identification d'un problème, l'importance des données dans cette étape, l'analyse des publics cibles, les processus décisionnels, la formulation des messages, etc. Mais il y a aussi toute la question bureaucratique du plaidoyer, notamment l'équipe de plaidoyer, le budget de l'action de plaidoyer, la mobilisation des ressources, suivi, évaluation, etc. Et tout ça, ça fait partie du plaidoyer. Alors, regardons d'abord quelle est l'analyse conceptuelle qu'on peut faire du plaidoyer. Donc, la première partie qui porte sur le cadre conceptuel du plaidoyer. Le plaidoyer, comme je l'ai indiqué, est une stratégie de communication. C'est une stratégie d'argumentation pour convaincre sa cible, afin qu'elle s'engage dans un but d'atteindre le changement souhaité sur un problème donné.
Donc, c'est une stratégie de communication pour influer sur les décideurs ou sur un groupe humain donné afin de l'amener à atteindre le changement que l'on souhaite au regard d'un problème donné que l'on a clairement identifié. Au vu de cette définition, le plaidoyer peut donc être défini comme étant une stratégie initiée par des acteurs concernés, comme je l'ai déjà indiqué, fondée sur une argumentation pour convaincre et influencer un public cible donné en vue de l'engager à changer des politiques ou des pratiques, etc., etc. Quels sont les objectifs, la légitimité, la justification du plaidoyer? D'abord, aujourd'hui, on est dans un monde de médiatisation de la vie publique, on trouve partout des mobilisations sociales, etc. Et donc, dans ce contexte-là, le plaidoyer est une pratique qui devient nécessaire. Ce n'est plus une pratique d'écrire, une pratique malsaine, puisqu'aujourd'hui, on est dans un monde de l'influence. L'influence se gère, l'influence s'enseigne, l'influence se construit, elle est utile, l'influence. Et même au niveau des États, aujourd'hui, on voit qu'il y a d'ailleurs un rapport international sur les stratégies d'influence des États. Alors, plus spécifiquement, sur les questions des droits de l'homme, la promotion et la protection des droits de l'homme sont devenues des activités complexes qui se réalisent dans des environnements volatiles et médiatisés, parfois soumis aux logiques du marché, même si les activités de promotion et de protection des droits de l'homme ne sont pas des activités lucratives. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut présenter son problème à une communauté des bailleurs, parfois une communauté de bailleurs sceptiques, très réservés, peu souciés de s'intéresser à des cas lointains, alors qu'à côté de soi, il y a des urgences. L'on voit donc aujourd'hui qu'à l'instar d'un chef d'entreprise, l'acteur humanitaire ou le défenseur des droits de l'homme devient de plus en plus un entrepreneur social. Il l'est, non pas au sens où il gère les affaires humanitaires comme un entrepreneur à but lucratif, non. Parce que l'acteur humanitaire qui devient un entrepreneur social a besoin de se constituer un capital de ressources utile pour pouvoir mobiliser des ressources afin de réaliser ses projets et atteindre ses objectifs. Il lui faut donc un capital de confiance. Il lui faut des ressources pour pouvoir atteindre ses objectifs. Même s'il s'agit d'une mission à but non lucratif, mais il n'en reste pas moins que vous avez besoin d'argent, des intelligences, d'appui technique, etc., etc. Besoin de sécurité, notamment pour l'action humanitaire. Puisqu'il est clair aujourd'hui que ce soit le terrain des droits de l'homme, le terrain de l'action humanitaire, il y a des intimidations, des menaces, la corruption, le trafic d'influence, etc., etc., partout. Parce que les droits de l'homme et l'action humanitaire n'échappent pas aux dérives de notre société. Ce qui fait que trouver aujourd'hui des fonds et des appuis sociopolitiques pour atteindre ces objectifs ne peut plus compter sur le hasard ou sur de simples logiques d'amitié. Les acteurs humanitaires et les défenseurs des droits de l'homme ont donc besoin, pour se faire entendre, pour se faire comprendre, pour être écoutés et surtout être pris en compte de façon sérieuse, notamment par les puissances de l'argent, les puissances politiques. Ces acteurs ont besoin de nouer des relations d'influence, soit pour obtenir des subventions, soit pour obtenir des facilités administratives, soit pour obtenir des facilités ou des protections sécuritaires. On a donc besoin d'agir sur l'influence. Et cette influence, elle n'est pas incantatoire, elle n'est pas instantanée. Elle doit être produite par des actions concrètes. C'est pourquoi les organisations humanitaires se doivent donc d'intervenir
pour que les décisions internationales leur soient favorables, pour que celles-ci intègrent les préoccupations humanitaires et les préoccupations de défense des droits de l'homme. Il s'agit donc d'une forme de diplomatie silencieuse, mais citoyenne, qui n'est plus conduite au nom des intérêts des États, mais au profit des populations, au profit de la dignité humaine. Par voie de conséquence, on peut dire que ce changement de paradigme soulève une série de questions, tant sur l'identité des acteurs du plaidoyer que sur les moyens qu'ils utilisent pour atteindre leurs objectifs. C'est de ça que nous allons parler. Quelle est la place de cette influence dans le débat public? Déjà, commençons rapidement à distinguer le plaidoyer du lobbying, même si parfois les deux actions se confondent. Le couple plaidoyer-lobbying est couramment utilisé pour désigner les processus d'influence et prise de décision par lesquels on utilise en complémentarité les méthodes de lobbying et les méthodes de plaidoyer. Ainsi donc, le couplage plaidoyer-lobbying permet de renforcer l'argumentation dans les processus d'influence des intérêts des groupes dont on défend la cause. Mais il faut quand même nuancer de quoi il s'agit. Le lobbying consiste, selon l'Association française des conseils en lobbying, à représenter et défendre les droits et intérêts des acteurs concernés par une cause à travers une information fiable auprès des publics cibles susceptibles de prendre des décisions affectant ces intérêts ou droits. Donc, défendre les intérêts auprès de ceux qui décident, auprès des décideurs. Les leaders politiques, leaders d'opinion, etc., les institutions internationales, les médias. Il s'agit en fait d'exercer une forme de pression sur eux pour qu'ils changent leur position, eux qu'on adopte les positions des acteurs qu'on défend. Ainsi, le lobbying est l'activité d'un groupe de personnes aux intérêts ou convictions semblables tendant à influencer les pouvoirs publics à son avantage. Le lobbying est une stratégie d'influence qui vise un résultat escompté. Souvent, le lobbying est mal connu puisque c'est parfois assimilable, surtout dans l'espace francophone, on confond lobbying et corruption, lobbying et manipulation, lobbying et magouille. Parce que ce n'est pas clair. Les lobbyistes sont perçus comme des manipulateurs, des corrupteurs, etc. Parce que, parfois, les méthodes qu'ils utilisent, les intimidations, les menaces, l'argent parfois, trafic d'influence, etc., fait que le lobbying est souvent perçu avec une certaine méfiance. Dans beaucoup de pays, le lobbying est presque assimilé à la corruption. Dans ce manuel de lobbying, Michel Klamen souligne que les intérêts privés pèsent sur les options collectives. Citoyens ou entreprises perçoivent combien une loi, un règlement peut modifier le contexte de leurs activités. Ils réagissent au projet des pouvoirs publics prenant les devants, surveillent la décision et cherchent à l'infléchir. Ainsi est né le lobbying aujourd'hui qui est entré dans les mœurs, selon Michel Klamen. Ce n'est pas toujours le cas partout, je dirais. Parce qu'il faut trouver des fonds, des appuis sociopolitiques, etc. Et l'on voit très bien qu'il y a toujours des zones grises qui existent dans le lobbying. Et lui-même, Michel Klamen, tout dans le même ouvrage, dit que longtemps, le lobbying a été perçu comme une activité honteuse dont il convenait de se cacher. Le lobbying, c'était dans les couloirs, comme on dit, l'expression. Les lobbying sont dans les couloirs. L'assimilation de trafic d'influence au versement des dessous de table n'était pas loin. Toujours, je cite Michel Klamen. Nous avons une conviction, on peut exercer son influence en accord avec la loi, la morale et l'honnêteté.
Ça, c'est le défi. En effet, le lobbying regroupe toutes les activités visant à faire pression pour promouvoir les besoins de groupes particuliers sur les scènes politiques et socio-économiques. Faire du lobbying, c'est chercher à garantir que l'opinion et les hommes politiques comprennent et soutiennent la cause particulière qu'on entend promouvoir, de sorte qu'elle acquiert force et crédibilité. Force et crédibilité, force parfois, et qu'elle devienne légitime, cette cause particulière qu'on défend. Ça, c'est le lobbying. Et parfois, on associe au lobbying ce que les anglo-saxons appellent l'advocacy, le plaidoyer. Et ces deux concepts sont parfois liés à un autre concept qu'on appelle le réseautage, le networking. Toutes ces pratiques sont considérées comme des éléments fondamentaux pour une action professionnelle visant à obtenir les meilleurs résultats par une diplomatie d'influence. Mais chaque concept a cependant une logique propre. Bien qu'en pratique, on peut avoir des confusions. Le réseautage va favoriser le lobbying et le plaidoyer, mais ce n'est pas une condition préalable, même si on a besoin d'un réseau pour faire le plaidoyer. Le lobbying offre un forum pour la résolution des conflits, etc., fournit l'information, des analyses aux législateurs, aux chefs de gouvernement, etc. Mais ceci n'est pas nécessairement le rôle de ceux qui font le plaidoyer. Alors c'est quoi le plaidoyer? Qu'est-ce qui peut le distinguer par rapport à ce que je dis tout à l'heure? Je pourrais dire que les principaux enjeux du plaidoyer, c'est d'amener le gouvernement à élaborer, le gouvernement ou les autorités publiques, à élaborer ou à valider une politique dans un cadre institutionnel, à mobiliser des ressources additionnelles et à accroître la visibilité et la crédibilité d'une initiative. Et parallèlement à cela, les enjeux du plaidoyer sont également de convaincre les communautés ou les populations d'exercer leurs droits et leur citoyenneté. À partir de cette proposition de définition, on peut donc distinguer trois approches du plaidoyer. Il y a une approche négative, une approche réactive et une approche proactive. Une approche négative, une approche réactive et une approche proactive. L'approche négative consiste à réfuter toute proposition des pouvoirs publics ou autres parties prenantes sans proposer d'alternative. Ça, c'est une approche négative. On fait pression pour dire non, ça ne peut pas marcher, on n'est pas d'accord avec. L'approche réactive consiste à ne pas faire de propositions ni prendre des initiatives, mais à attendre les propositions des autres gouvernements, partis politiques, et ensuite réagir. Donc on n'est pas seulement à dire non, on dit non, ce que vous proposez n'est pas bon, mais ce n'est pas à nous de faire, c'est à vous. Proposer autre chose. Par exemple, pour une loi. On estime que la loi que vous voulez proposer là ne passe pas, ne peut pas passer. Mais ce n'est pas à nous de vous proposer la loi, c'est à vous de réfléchir, vous êtes payé pour ça. Proposer autre chose. Essayez de rouvrir les discussions. Essayez de rouvrir le dialogue social pour pouvoir obtenir un autre texte plus favorable à la protection des droits de l'homme. L'approche proactive, elle, consiste à identifier le problème qui se pose. Donc, identifier le problème, d'agir, l'analyser et proposer des solutions aux parties concernées. Vous voyez? Donc, cette approche proactive consiste à dire, là, on n'est pas d'accord avec ce que vous proposez. Voici notre contre-proposition pour trouver une meilleure solution au problème que nous avons identifié. Donc, trois approches. Une approche négative, une approche réactive et une approche proactive. Le plaidoyer peut se faire à plusieurs niveaux. Le niveau familial, par exemple, pour le changement des comportements des parents. Le niveau communautaire, changement des comportements des habitants dans une communauté, dans un camp, par exemple, humanitaire. Au niveau local,
au niveau des collectivités locales, au niveau national, au niveau des ministres, des responsables nationaux, etc. Voilà l'approche conceptuelle du plaidoyer. Alors, comment on va mettre en œuvre les actions de plaidoyer? C'est donc la deuxième partie où nous allons parler du cadre opératoire du plaidoyer. Et là, nous allons étape par étape. Quelles sont les étapes du plaidoyer? Première étape, c'est l'analyse de la situation et l'identification du problème de plaidoyer. Au cours de la première étape, il s'agit donc d'analyser les problèmes auxquels on veut apporter les solutions. Il faut donc comprendre, dans un premier temps, les comportements individuels et collectifs liés aux problèmes qu'on a identifiés et voir en quoi ces comportements peuvent constituer un frein, puisque c'est sur ces comportements qu'on veut influer. Il faut ensuite identifier et analyser les conséquences des problèmes de plaidoyer. Puis il faut choisir la solution idéale pour conduire le plaidoyer. Il faut le faire en déterminant, en des termes précis et mesurables, quel est l'objectif du plaidoyer. Donc ça, c'est la première étape. Identifier le problème et choisir le chemin. La deuxième étape, c'est la planification du plaidoyer. Il convient, là, comme dans toute planification, de déterminer le but et l'objectif. Quel est le but et l'objectif de ce plan? Qu'est-ce qu'on veut obtenir, finalement? Alors, on rentre dans le classicisme, hein, c'est-à-dire que mettre en place un certain nombre d'indicateurs objectivement vérifiables, assortis des critères de performance, ce qu'on appelle les outils SMART. Les indicateurs doivent être spécifiques, mesurables, accessibles, réalistes et à temps. Il faut identifier le public cible que l'on vise. Quel est le public cible primaire? D'abord, comment on va atteindre ce public cible, etc., etc. Ensuite, troisième étape, mise en œuvre du plaidoyer. Cette étape comporte deux principales activités. Première activité, la communication avec les leaders, les prises de parole en public, lors des réunions publiques, dans les émissions de radio, etc., etc., ça dépend des supports qu'on a choisis. En plus, il faut, dans la mise en œuvre, nouer des alliances pour le plaidoyer. Il faut identifier et repérer les alliés potentiels, identifier les partenaires critiques, voir comment on va déployer ce plaidoyer, quelles sont les procédures appropriées de communication, quel est le degré et le niveau d'implication des partenaires dans la mise en œuvre des stratégies de plaidoyer, etc., etc. Donc là, c'est la mise en œuvre. Et quatrième étape, c'est donc suivi, évaluation du plaidoyer qui consiste à non seulement suivre par rapport aux indicateurs, mais ensuite à la fin évaluer pour un meilleur apprentissage pour des actions futures. Voilà les 4 étapes nécessaires d'une activité de plaidoyer. Alors revenons un peu sur les points que nous avons évoqués. On a dit identification du problème. Qu'est-ce que c'est identifier un problème de plaidoyer? Mais il s'agit de caractériser le problème par son importance et l'urgence d'y apporter des solutions. Il y a des problèmes qui sont importants, mais dont on ne voit pas l'urgence d'y apporter des solutions. Vous voyez? Donc, il y a l'importance du problème et l'urgence d'y apporter des solutions. Et surtout, ceci doit être fait en comparant avec les risques en cas d'inaction. Si on ne fait rien, qu'est-ce qui arrive? Si on ne fait rien, qu'est-ce qui arrivera? Pour ce faire, il est important de préciser les problèmes à résoudre en termes d'action, en indiquant les causes et les conséquences. Voilà. Qu'est-ce qu'un problème? Alors, quelles sont les caractéristiques? On dit que les caractéristiques d'un problème de plaidoyer, c'est un problème, ça doit être un problème central, récurrent, urgent, pertinent, local ou national, ça touche l'intérêt des populations, et il y a un potentiel soutien à ce que cela se fasse.
Parce que si tout le monde est contre ça, vous avez un plaidoyer, si les autorités nationales ne veulent pas entendre parler de ça, ça ne marchera pas. Ce sera compliqué. Qu'est-ce qu'un but? Le but du plaidoyer est la raison de l'effort que vous allez entreprendre. C'est ça le but. Les résultats peuvent être à court terme, à moyen terme, à long terme. Vous voyez, si vous voulez libérer les populations d'un pays de l'ignorance et de la pauvreté, ça ne va pas se faire en un an. Si vous voulez éradiquer l'analphabétisme, ben, ça ne va pas se faire en 2 mois. Vous voyez, donc, on peut mener un plaidoyer sur une période longue, comme on peut le faire sur une période courte. Tout dépend de ce que vous visez comme objectif. Tout dépend surtout des objectifs spécifiques du plaidoyer. Alors spécifique, j'ai parlé des indicateurs SMART ici, spécifique, mesurable, accessible, réaliste, déterminé, etc. Comment faire pour bien formuler un objectif de plaidoyer? Il y a quelques règles simples pour ne pas s'embrouiller et je citerai 5 points importants. Une bonne maîtrise de la problématique, de quoi il s'agit, parce qu'il faut que vous ayez peut-être fait des recherches pour savoir quel est exactement le problème. Je vous ai dit que ça doit être important et urgent. Tout n'est pas important. 2, il faut avoir une approche concertée sur l'objectif à atteindre. Vous ne pouvez pas de façon solitaire dire, bon, je vais changer le destin de cette communauté. Non, ça c'est utopique. Vous voyez? En quoi vous pensez que cette communauté va changer? Avez-vous discuté avec la communauté? Est-ce que vous connaissez les autres intervenants, les autres acteurs qui entendent apporter l'aide à cette communauté, etc. Donc, il faut qu'il y ait une certaine concertation. 3e élément, accorder une attention particulière au choix des mots. Il y a des mots qui peuvent heurter, qui peuvent générer de la violence. 4e point, veiller au réalisme et à l'accessibilité. Une action de plaidoyer doit être réaliste. Sans quoi, ça risque de ressembler à un vœu pieux. Et il faut se fixer des obligations de résultat. Quel est le résultat que le plaidoyer veut atteindre à court, moyen ou long terme? Concrètement, qu'est-ce qu'on va atteindre? Quel est le comportement, le changement de comportement que vous voulez obtenir? Est-ce qu'on pourra mesurer ce changement de comportement? Quels sont les indicateurs qui permettront de s'assurer que l'objectif que vous vous êtes fixé a été atteint, que le résultat a été atteint? Pour donc faire le plaidoyer, il y a lieu parfois d'intégrer la recherche, d'où la question de la place de la recherche dans le plaidoyer. Comme je dis, il faut comprendre de quoi on parle. Parce qu'on ne peut pas faire le plaidoyer comme ça. Parce que pour faire le plaidoyer, il faut avoir des arguments pour se défendre, pour montrer en quoi c'est pertinent ce que vous demandez. Il faut donc obtenir des données, sélectionner, collecter, contrôler, traiter, utiliser des données et des informations fiables et précises pour justifier votre argumentation, votre compréhension du problème et expliquer les décisions que vous entendez obtenir de la part des acteurs décisionnels. Pour cela, parfois, on a besoin de la recherche. La recherche est importante parce qu'elle permet de mieux éclairer votre démarche. La recherche peut vous indiquer quelles sont les manifestations, les causes profondes d'un problème. Comment cibler les changements attendus? Comment découvrir les pistes et solutions? Comment cerner le problème à partir de données fiables, etc. Donc ça, la recherche peut être un élément important pour bâtir une stratégie de plaidoyer. Parce que pour obtenir des informations, les sous-informations, c'est par exemple les bibliothèques, Internet, les statistiques, les études, les avis d'experts, etc., les témoignages. Donc tous ces éléments rassemblés vous permettent de circonscrire le problème auquel vous voulez vous attaquer. Alors il peut y avoir des recherches empiriques, des enquêtes de terrain, des entretiens, des interviews, des sondages, etc., pour conforter son argumentation. Très important. Comment faire pour accéder et utiliser des données d'information? La classique.
Il faut les collecter, les traiter, les faire valider, les analyser, interpréter les données pour expliquer les changements que l'on souhaite advenir. Quel est le public cible des processus décisionnels? Mais le public cible, il faut l'identifier. Il faut hiérarchiser les publics cibles. D'abord, l'identification des cibles, connaître leur profil, voir les indicateurs primaires qui les concernent et analyser les processus décisionnels auxquels on veut s'attaquer. Et tout ça, ça se fait en plusieurs étapes. Ensuite, il y a aussi les processus budgétaires. Comment obtenir les ressources? Il faut maîtriser les processus budgétaires. Parce qu'on peut avoir une belle idée, mais elle sera un vœu pieux si on ne peut pas la mettre en œuvre parce qu'il n'y a pas de ressources. Vous voyez? Une action publique est pertinente que si, dans le budget, on dit, bon, voilà, on met de l'argent pour pouvoir faire ça. Parce qu'on peut vous dire, oui, bon, on va faire, mais on n'a pas budgétisé. Donc, ça ne se fera pas. Le moment venant vous dira, oui, bon, c'est bien, c'est intéressant, vous dites c'est urgent, mais ça n'a pas été pris en compte par le budget. Donc, il faut attendre l'année prochaine. D'où l'intérêt de maîtriser les processus budgétaires pour pouvoir inscrire, par exemple, dans la loi de finances, quelque chose, une activité qui va générer un changement de comportement. Je parlerai aussi comment bâtir son argumentation, etc. Il faut que l'argumentation soit pertinente. Il faut savoir à qui vous vous adressez, dans quel contexte, quels sont les arguments que vous utilisez, comment les présenter, comment vous formulez votre message de plaidoyer, quels sont les obstacles qui peuvent surgir dans votre communication, quels sont les critères de qualité. Dans le document de cours, j'en évoque 8. Connaître le but et l'objectif du plaidoyer, maîtriser le sujet, établir un bon contact avec la cible, avoir un message clair, précis, concis, cohérent et simple, avoir une bonne progression des idées, rendre sa voix audible et intelligible, être une source d'inspiration pour le public, pour lui faire connaître ce que le public ignore et qu'est-ce que le public peut gagner en changeant de comportement. Et surtout, choisir le bon moment de communication. Parce que il faut avoir un bon timing. Parce que si votre communication est diluée par un événement national, imaginez, vous faites le plaidoyer et puis les médias sont accaparés peut-être par un acte terroriste, tout ça. Bon, personne ne suivra ce que vous direz. Alors que vous avez déjà payé les médias, mais bon, ce sera une information accessoire, voire résiduelle, sur lequel pas beaucoup de gens prétendent, parce que les gens sont braqués, peut-être sur un événement sportif, ça peut arriver. Donc, il faut choisir le moment de la communication dans le cas du plaidoyer. Les supports, il vous faut étudier la question des supports, des formes et espaces de communication. Quel support vous allez emprunter? Alors les supports, il y en a beaucoup. Allez-vous faire des conférences de presse, un site web que vous lancez, les banderoles, les t-shirts, les casquettes, les flyers, le kakémono, les articles de presse, etc. Donc, il faut savoir. Donc, il faut des supports. Comment vous allez travailler avec les médias, comment vous organisez la conférence de presse, c'est vous-même que vous en occupez. Vous faites appel à des journalistes professionnels, à des entreprises de communication événementielles, etc. Donc, autant de questions qu'il faut étudier avant de s'engager. Vous voulez mettre en place un site web, il sera géré par qui? Est-ce que vous avez un community manager, etc. pour répondre aux questions des internautes, par exemple, etc. Donc, tout ça doit être étudié dans le cadre d'un plaidoyer. Est-ce qu'il y aura des prises de parole publiques, par exemple, intervenir peut-être devant des commissions parlementaires, intervenir dans des colloques, dans des séminaires pour pouvoir faire passer le message? Donc tout ça, ça doit être préparé. Et comment la prise de parole du public va évoluer en fonction des résultats? Vous voyez, il y a plusieurs techniques, plusieurs stratégies là-dedans. Quels sont les mots forts que vous allez mettre en lumière? Quelles sont les formules de communication qui vont véhiculer votre message de plaidoyer, etc. Ensuite, il y a des questions pratico-pratiques, parce que oui, vous venez une action de plaidoyer, mais il faut avoir une équipe. Donc il faut savoir animer et gérer une action de plaidoyer. Ça commence d'abord par l'équipe.
une équipe de plaidoyer est un groupe d'acteurs individuels engagés dans la réussite d'un but commun. Mais il faut gérer cette équipe. Mais pour mieux gérer une équipe, d'abord, il faut réfléchir sur la constitution de l'équipe. Quels critères de recrutement des membres? Quel est leur intérêt, leur niveau d'engagement, la capacité de mobilisation de chacun, la disponibilité, l'éthique, tout ça, c'est important. Quel rôle et responsabilité dans une équipe de plaidoyer? Oui. Qui s'occupe de quoi exactement? Qui s'occupe de la stratégie, qui s'occupe de la recherche d'informations et l'analyse des données, qui s'occupe des partenariats alliances, qui s'occupe du budget, qui s'occupe de la coordination, etc. pour qu'une équipe soit efficace. Comment se déroule la communication interne à l'intérieur de l'équipe de plaidoyer? Par exemple, les réunions d'information, les réunions du comité de pilotage, les concertations téléphoniques, les échanges d'emails, les rapports d'exécution et procès-verbaux, les lettres d'information à l'intérieur de l'équipe pour que tout le monde soit au même niveau d'information et puisse interagir en interne et en externe sans trop dénaturer le message. Quels sont les mécanismes de prise de décision au sein de l'équipe de gestion du plaidoyer? Qu'est-ce qu'un budget? Comment mobiliser des ressources pour les plaidoyer, etc., etc. Et cela se fera selon quel calendrier? Le timing, donc tout ça doit être décliné en fait, lorsqu'on élabore une action de plaidoyer. Comment se passera le suivi? Comment se fera l'évaluation à la fin de l'action? Tout ça est important. Mais enfin, pour que l'action soit une réussite, il faut déjà penser les alliances et les coalitions. Parce que seul, parfois, on ne peut pas. Il faut imaginer peut-être une coalition. Vous voulez vous attaquer à l'abolition de la peine de mort, vous voulez mener une action, mais peut-être il faut monter une coalition nationale contre la peine de mort. Pour plus de force, plus d'interactivité, plus de légitimité. Si votre organisation est seule, ou est dans une solitude blâmable, ben, le message ne passera pas. On dira, oui, eux, ils aiment raconter des histoires, tout ça, etc. Bon, voilà. Ils sont seuls. Quelle est la légitimité de leur message? Donc, il faut peut-être une coalition de la société civile, des acteurs nationaux, peut-être et internationaux, dans la coalition pour montrer la force et le dynamisme de cette coalition. Il faut donc bien comprendre quels sont les enjeux stratégiques de cette coalition, quels sont ses objectifs, quelles sont les activités qu'on va mener en tant que coalition et quelle est la contribution des membres de la coalition à l'ensemble de l'action de plaidoyer. Oui. Donc tout ça doit être envisagé dès le départ. En outre, comment créer et développer une alliance, par exemple? On doit le penser dès le départ aussi. Voilà les éléments essentiels que je dirais qu'il faut retenir lorsqu'on parle de plaidoyer. Je résume en disant que le plaidoyer est une démarche importante et stratégique pour la défense des droits de l'homme, la protection de l'environnement, la réalisation efficace de l'assistance humanitaire. Parce que le plaidoyer vous permet de mobiliser, d'influencer les décisions pour que vos objectifs soient atteints, pour vous permettre d'avoir des ressources, etc., etc. Mais il ne faut pas oublier que le plaidoyer n'est pas l'alpha et l'oméga de l'activité d'une organisation. Le plaidoyer est un moyen pour atteindre un objectif. Encore, il faut avoir un objectif. Parce que si c'est le plaidoyer lui-même qui devient un objectif autonome, c'est-à-dire faire le plaidoyer pour rien, juste parce qu'il faut faire la communication, ben vous serez très vite démasqué. Oui, très vite démasqué. Donc le plaidoyer, c'est pour un objectif donné, un problème donné, clairement identifié. Et on découvre parfois des dérives où le plaidoyer devient une activité autonome. On fait des brochures imprimées, on fait des marinières, des t-shirts, des banderoles, partout, tout ça. Mais on ne se soucie pas. On fait tout ça pour quel objectif concrètement? On ne sait pas. C'est juste les mondanités, tout ça, etc. Voilà. Donc là, ce n'est plus le plaidoyer. C'est autre chose
que le plaidoyer en matière de droits de l'homme. Voilà ce que l'on peut dire sur le plaidoyer, qui, je répète, est une action utile, à condition que le plaidoyer soit mené avec rigueur et beaucoup de professionnalisme. Je vous remercie.